Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième conférence sur les négociations en cours avec l'Union européenne et sur les nouveaux enjeux relatifs à ces négociations. Comme nous l'avons vu jeudi passé lors de la première conférence, l'Union européenne et la Suisse sont des partenaires économiques privilégiés. L'Union européenne est le premier client des entreprises suisses et l'interdépendance économique est considérable, que ce soit pour les échanges de biens et de services ou en termes d'investissement direct. Mais les liens vont bien au-delà des relations économiques. Sécurité, environnement, recherche, mobilité, santé publique ou encore migration, la nécessité de coopérer est essentielle dans une multitude de domaines. Les deux entités défendent aussi les mêmes valeurs dans les instances multilatérales. Dans ce contexte, les relations entre la Suisse et l'Union européenne ne cessent d'évoluer et de se développer. La professeure Christine Cadous, qui est directrice du Centre d'études juridiques européennes de l'Université de Genève, avec qui nous sommes associés pour ces conférences et que je tiens à remercier encore aujourd'hui, présentera une vue d'ensemble de cette évolution et des discussions en cours. Ces derniers jours, l'actualité en matière de politique européenne est dominée par l'accord cadre. Je crois que vous pouvez tous les jours, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, prendre connaissance de l'évolution des discussions, enfin si tant est qu'on puisse vraiment en prendre connaissance. La conférence de jeudi prochain portera d'ailleurs spécifiquement sur cette question. Aujourd'hui, s'agissant des enjeux fondamentaux liés à l'avenir des relations institutionnelles entre la Suisse et l'Union européenne, nous avons retenu deux domaines, la recherche et l'électricité. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, les relations entre la Suisse et l'Union européenne bénéficient d'une longue et d'une fructueuse collaboration. L'accord bilatéral sur la recherche de 1999 a établi les fondements d'une pleine participation de la Suisse au programme cadre de recherche de l'Union européenne. Ces programmes représentent les principaux instruments européens en matière de science et d'innovation. Ils permettent de faciliter l'acquisition du savoir, de constituer des réseaux, d'encourager la relève et de favoriser l'éclosion de nouvelles entreprises, ces fameuses start-up dont on parle tant. Ils renforcent l'excellence des hautes écoles suisses, la capacité d'innovation des entreprises, grandes, petites ou moyennes, et donc de manière plus générale, renforce la compétitivité de notre pays. Un exemple, suite à l'acceptation de l'initiative contre l'immigration de masse le 9 février 2014, la Suisse n'avait pas signé le protocole d'extension de la libre circulation des personnes à la Croatie. Et en conséquence, l'Union européenne a seulement accepté une association partielle de notre pays au programme cadre de recherche alors en vigueur. Jusqu'à ce qu'on puisse résoudre la situation en 2017, nous avons fait l'expérience plutôt amère d'une situation où, à défaut d'entente avec l'Union européenne, la Suisse devenait moins attractive et compétitive au niveau de la recherche. Il faut évidemment éviter qu'un épisode de cette nature se reproduise. C'est pourquoi la Suisse doit pouvoir participer de manière pleine et entière au nouveau programme cadre de recherche européen intitulé Horizon Europe. Je tiens à rappeler à ceux qui ne le sauraient pas qu'il s'agit du plus important programme au monde d'encouragement de la recherche et de l'innovation. Faire cavalier seul, c'est évidemment se couper de ce programme fondamental. Jean-Marc Triscon, vice-recteur de l'Université de Genève, présentera les enjeux de cette participation pour nos fleurons académiques. Je l'en remercie d'ores et déjà. Quant au sujet de l'électricité, il est tout aussi important. Garantir notre sécurité en matière d'approvisionnement est absolument fondamental. Ça fait d'ailleurs partie de nos objectifs constitutionnels. Ce qu'on appelle garantir la prospérité au sens large du peuple suisse est inscrit en toutes lettres dans notre Constitution et l'approvisionnement en électricité en est un élément absolument essentiel. Il suffit de vivre d'ailleurs une coupure de courant, ça n'est pas vraiment trop fréquent dans notre pays, heureusement, pour en réaliser les conséquences. Depuis des décennies, les marchés et l'infrastructure d'électricité en Suisse et dans les pays voisins sont fortement liés. Vous connaissez tous ces cartes que l'on voit avec le réseau électrique européen.
Des négociations ont débuté en 2007 déjà avec l'Union européenne pour un accord bilatéral dans ce domaine. Comme l'accord sur l'électricité est un accord d'accès au marché, l'Union européenne le lie à l'avenir de nos relations institutionnelles, c'est-à-dire à l'accord cadre. Le dernier cycle de négociation a eu lieu en été 2018, 3 ans déjà, alors même que l'acquis de l'Union européenne en matière d'énergie ne cesse de se développer. L'intégration dans le marché européen de l'électricité permettrait à la Suisse de réaliser ses objectifs de politique énergétique et garantirait la sécurité de son approvisionnement. Les risques liés à l'absence d'un accord bilatéral sur l'électricité ont été soulignés hier lors de la présentation des résultats 2020 de Swissgrid. Monsieur Yves Zumwalt, directeur général de Swissgrid, nous expliquera les enjeux clés autour de ces négociations essentielles pour la place économique suisse. Monsieur Zumwalt, d'ores et déjà, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette conférence. Je me réjouis d'ailleurs de vous entendre, comme monsieur Triscon, sur ces deux sujets absolument essentiels. Mais dans un premier temps, c'est à la professeure Christine Cadous que je vais céder la parole pour qu'elle nous présente les nouveaux enjeux des discussions, négociations que nous avons avec l'Union européenne. Madame la professeure, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Matet. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième rendez-vous sur la Suisse et l'Europe. Notre thème, comme vous l'avez entendu, est celui des nouveaux accords, les négociations en cours, les nouveaux enjeux, et surtout, quels sont ces domaines qui nous importent dans les négociations qui ont eu lieu, vous l'avez entendu, durant ces dernières années. Certaines sont en cours et certaines sont aussi en veille, compte tenu de l'état des discussions entre la Suisse et l'Union européenne. Nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui essentiellement deux domaines de négociations en cours, l'accord sur l'électricité et l'accord sur la recherche. Et j'aimerais, j'ajouterai aussi pour ma part, quelques observations sur la contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l'Union européenne, ce qu'on appelle souvent la contribution à l'élargissement. S'agissant de l'accord sur l'électricité, sur lequel s'exprimera en détail M. Zumwalt tout à l'heure, je vais me limiter à quelques observations ponctuelles en guise de contexte général. Ces négociations qui sont en cours, théoriquement, avec l'Union européenne, elles ont débuté il y a 13 ans. Le début est en 2007 et cela démontre la précaution et l'intérêt des deux parties à négocier dans ce domaine important d'accès au marché et un domaine où l'accord envisagé est un accord qui vise à intégrer la Suisse dans le marché européen de l'électricité. Cet accord vise aussi à favoriser la réalisation des objectifs de politique énergétique de la Suisse. Donc, il entre totalement dans le cadre de notre politique nationale en matière de l'énergie. Il garantira aussi à la Suisse la sécurité de son approvisionnement en électricité et, on l'a rappelé tout à l'heure, il permettra à la Suisse d'assumer sa fonction de plaque tournante de l'électricité en Europe. Cet accord va aussi faciliter l'intégration des énergies renouvelables et permettra, et certainement que vous l'entendrez tout à l'heure de la bouche de M. Zumwalt, permettra aussi de nouveaux débouchés d'exportation pour l'énergie hydraulique qui est produite en Suisse. Il s'agit, on vous l'a rappelé, d'un accord d'accès au marché. Cela signifie que si l'accord institutionnel dont il est si largement question cette semaine, si cet accord institutionnel devait progresser, eh bien l'accord sur l'électricité tomberait dans le champ d'application de ce futur potentiel accord cadre.
Pour rappeler, un accord d'accès au marché signifie que les acteurs suisses en matière d'énergie, en matière d'électricité, et les acteurs des États membres de l'Union européenne bénéficieraient des mêmes droits d'accès au marché de l'électricité. Nous pourrons voir tout à l'heure quels sont les enjeux pour cet accord en particulier. Le deuxième sujet que nous allons aborder est celui de la recherche. L'accord recherche a fait partie de la première série des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, les accords qui ont été signés en 1999. Et c'est un accord qui a permis à la Suisse de participer consécutivement aux différents accords cadres de la recherche avec l'Union européenne. L'objectif principal, et vous l'entendrez de la bouche du vice-recteur de l'Université de Genève, M. Triscon, cet accord a pour objectif de consolider les efforts européens et les efforts suisses en matière de recherche dans toute une série de domaines de technologie de l'information, de la communication, santé, énergie, affaires spatiales, environnementales et autres. Cet accord recherche, en tous les cas, le dernier en date auquel la Suisse a participé, a subi quelques obstacles. Il a été mentionné le vote et l'adoption de l'initiative contre l'immigration de masse en 2014, qui a eu pour conséquence que la Suisse n'avait pu bénéficier que de manière partielle d'une participation au programme cadre de l'époque, qui est le programme Horizon 2020. Et ce n'est qu'après avoir ratifié le protocole de l'élargissement de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie, le dernier État membre qui a rejoint l'Union européenne, et suite aussi à la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle par notre Parlement, que l'Union européenne a considéré que la mise en œuvre faite en Suisse de la disposition constitutionnelle était en conformité avec l'accord sur la libre circulation des personnes. Et ce sont ces éléments-là qui ont débloqué la situation pour permettre une participation à nouveau pleine de la Suisse au programme dès le 1er janvier 2017. Et donc ici, nous allons entendre aussi quels sont les enjeux s'agissant de la participation de la Suisse au programme Horizon Europe. Quelques mots maintenant sur la contribution, ou devrais-je dire la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l'Union. Depuis 2007, la Suisse participe à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne par le biais de cette contribution à l'élargissement. L'engagement que la Suisse a pris dans ce domaine constitue une partie de sa politique en matière de sécurité, en matière de stabilité et en matière de prospérité en Europe. La première contribution à l'élargissement a essentiellement bénéficié aux États membres de l'Union européenne qui ont rejoint l'Union européenne après 2004, et elle a aussi permis de développer une coopération sur une voie bilatérale entre la Suisse et ses partenaires. Aujourd'hui, il est question d'une deuxième contribution qui a été approuvée en décembre 2019 par le Parlement fédéral sous la forme de crédit cadre. Toutefois, comme vous le savez pour certains d'entre vous qui nous écoutez, le Parlement a fortement critiqué la discrimination dont la Suisse fait l'objet de la part de l'Union européenne dans le dossier de l'équivalence boursière. Et c'est pourquoi le Parlement a décidé qu'aucun engagement ne devait être pris sur la base de ces crédits cadres qui avaient été approuvés en décembre 2019, si et tant que l'Union européenne adopte des mesures discriminatoires à l'encontre de la Suisse. Les décisions prises par le Parlement en décembre 2019 vont couvrir deux domaines plus particulièrement, le domaine de la cohésion et le domaine de la migration. Si cette deuxième contribution
sera mise en œuvre dans un avenir proche ou plus éloigné, eh bien, cette deuxième contribution serait d'un montant de 1,3 milliard de francs sur une période de 10 ans. À côté des nouveaux États membres de l'Union européenne, il est un peu difficile de parler de nouveaux si on parle d'États qui ont adhéré à l'Union européenne après 2004, mais il s'agit toujours des États qui ont récemment rejoint l'Union européenne. Il y aura aussi une partie de cette contribution qui sera consacrée aux États membres qui sont particulièrement touchés par les mouvements migratoires. Mais encore une fois, cette contribution à l'élargissement, c'est un des thèmes ouverts dans la relation Suisse-Union européenne. Elle va se faire si les circonstances politiques, économiques l'autoriseront, et il ne se fera cette contribution que sur une base à nouveau bilatérale entre la Suisse et les pays partenaires concernés. Donc là aussi, ce thème ouvert de la contribution, il ne s'agit pas d'un accord, ceci est évident, mais c'est un thème ouvert et qui est aussi présenté comme une contrepartie d'une participation de la Suisse, même partielle, au marché intérieur de l'Union européenne. Sachant aussi que tout État qui participe totalement ou partiellement au marché intérieur de l'Union européenne, pensez aux États de l'espace économique européen, Norvège, Islande et Liechtenstein, eux aussi contribuent d'une manière financière à soutenir et à réduire les disparités sociales et économiques au sein de l'Union européenne. Voilà, avec ces quelques mots, je termine cette contribution et nous aurons l'occasion de revenir sur les différents défis et j'ai le plaisir de passer la parole à M. Triscon, vice-recteur de l'Université de Genève. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Christine. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de pouvoir évoquer la Suisse, l'Europe et certains enjeux liés à la science, à la recherche. La première chose, et ça a été mentionné, les scientifiques suisses, la recherche suisse est fortement intégrée à la recherche européenne depuis très longtemps, à travers les programmes européens, à travers les réseaux européens, et également à travers les fameuses et prestigieuses bourses du Conseil européen de la recherche, ces bourses ERC. Et comme anecdote, il faut savoir que le CERN, à ses débuts, lorsque les premiers bâtiments étaient construits, a été hébergé à l'Institut de physique au bord de l'Arve, à Genève, bien sûr, dans les années 50. Il faut aussi savoir que les scientifiques, les hautes écoles sont fortement intégrées, mais les PME utilisent aussi et profitent aussi de ces réseaux et de ces programmes européens. Et les PME genevoises sont celles qui ont le plus de succès pour la levée de fonds devant les PME de la région de Zurich. Alors peut-être un mot sur la situation en Suisse aujourd'hui. On est en Suisse dans une situation extrêmement favorable. Les scientifiques ont des conditions cadres tout à fait remarquables et ont accès à des financements suisses importants, mais également ont accès aux financements européens. Et cette situation permet d'attirer en Suisse les meilleurs chercheurs dans des domaines où le recrutement devient de plus en plus difficile. Ces chercheurs travaillent en Suisse, développent leurs recherches, obtiennent des résultats, forment les jeunes Suisses, les jeunes chercheurs qui sont en apprentissage en Suisse. Et ceci produit des résultats. Ces résultats ont des effets socio-économiques et participent au bien-être général. On sait qu'en Suisse, on a des conditions, par exemple, notre système de santé est tout à fait remarquable. Et ces conditions cadres, finalement, ou ce cercle vertueux, eh bien, quelque chose évidemment à préserver. Il faut bien réaliser qu'on ne peut pas être les meilleurs dans tous les domaines en étant 8,5 millions quand on compare aux 450 millions d'Européens. Il est aussi important de souligner que 42% des chercheurs en Suisse sont des citoyens de l'Union européenne. L'Union européenne est notre bassin naturel de collaboration.
Quelques chiffres, je réalise que c'est pour moi difficile à voir, mais le graphique que vous voyez à gauche, c'est l'obtention de ces fameuses bourses d'excellence ERC par pays. Et vous voyez que la Suisse est extrêmement bien placée. Et la partie en bleu, c'est la partie de bourse ERC obtenue en Suisse par des chercheurs qui ne sont pas suisses. Et vous voyez que ce chiffre ou cette proportion est très importante. À droite, vous voyez un graphique très intéressant. C'est une étude qui est apparue dans le magazine Nature et qui montre en fait l'impact de la recherche en fonction de son ouverture. Plus la recherche est ouverte et collaborative, plus elle a d'impact. Et c'est ce que démontre ce graphique. Et vous voyez, la Suisse se trouve toute en haut à droite. Donc une recherche très ouverte et avec beaucoup d'impact. Maintenant, cette situation est fragile. Blaise Mattel a mentionné, vous voyez à gauche les coordinations de programmes européens par des groupes suisses avant la votation de 2014, 972 programmes coordonnés. Et puis vous voyez le résultat après la votation en 2014 qui nous a sorti de ces programmes européens. On retombe à 15 coordinations. Et même aujourd'hui, on n'a pas réussi à remonter au niveau de 2013. Donc on voit que la situation est en fait fragile. L'enjeu aujourd'hui, c'est maintenir notre avantage systémique, préserver ce cercle vertueux. Il faut savoir que la recherche joue un rôle très important dans le bien-être général. C'est ce que montrent les graphiques que vous voyez à droite. Vous réalisez qu'aux États-Unis, les zones qui se développent et qui produisent de la richesse sont celles qui se trouvent autour des grandes universités et des centres scientifiques. Et c'est la même chose en Suisse. C'est peut-être aussi important de dire qu'on ne parle pas d'argent. L'argent que la Suisse injecte en Europe pourrait être injecté dans la recherche suisse, mais on sait que cette recherche qui serait en vase clos ne permettrait pas d'obtenir la même qualité de résultats. On a souvent comparé cette situation au football. Si on peut avoir la meilleure Coupe du Monde, si on joue le championnat régional suisse, on ne va pas progresser. J'aimerais aussi souligner l'importance de cette ouverture européenne des réseaux pour les jeunes chercheurs. Ces jeunes chercheurs en Suisse profitent de ces réseaux européens et c'est ainsi qu'ils arrivent à créer les liens qui vont être cruciaux pour leur futur. Il faut donc maintenir notre attractivité à tous les niveaux, attirer les meilleurs chercheurs, ça c'est un enjeu clé, et puis attirer les meilleurs étudiants, dans les deux cas avec des conditions aussi bonnes que possible. Et on le sait, sans accord ou avec sa suspension, la Suisse est menacée d'exclusion. Ça veut dire que la taille critique, la masse critique ne sera plus suffisante. On va quitter, c'est ce qui a été mentionné plusieurs fois, la Champions League. Et j'aimerais être assez concret, j'aimerais vous donner un exemple de ce qui peut se passer. On a été alerté récemment par ce message que vous voyez et qui mentionne que la Suisse est menacée d'exclusion de certains programmes stratégiques. On parle des programmes de physique quantique, des programmes spatiaux. Et j'aimerais là vous parler d'un de ces programmes pour vous montrer l'importance de participer à cette recherche européenne. Et la question qu'on peut se poser est la suivante. Va-t-on rater ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique? Alors de quoi parle-t-on? La première révolution quantique, c'est le développement de la mécanique quantique au début du XXe siècle. C'est la compréhension des matériaux. Pourquoi un matériau est conducteur, est isolant? C'est la découverte du transistor en 1947. Vous avez une photo des pionniers au laboratoire Bell aux États-Unis. C'est la découverte du laser. Le transistor, il faut bien réaliser, c'est vraiment une découverte qui a changé le monde. Il a fallu une trentaine d'années pour arriver à avoir peut-être 1 million de transistors dans un microprocesseur. Aujourd'hui, on atteint le milliard. Et vous avez en bas un chiffre tout à fait stupéfiant. En 2014, on a fabriqué 2,5 10 puissance 20 transistors. C'est 250 milliards de transistors produits en une année. C'est 100 millions de transistors produits chaque jour par habitant sur la planète. Ça vous donne une idée de ce type de développement. Alors, qu'est-ce que la deuxième révolution quantique? C'est une révolution qui est basée sur un phénomène que je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer, qu'on appelle l'intrication. C'est le fait qu'au niveau atomique, plusieurs particules peuvent ne faire qu'un, devenir un ensemble dans un état de superposition. Et ceci permet de développer de nouvelles technologies. Alors il y en a trois grands domaines: la communication quantique ou la cryptographie quantique,
les matériaux quantiques et les senseurs, et puis les ordinateurs quantiques. Et ce domaine a fait l'objet de nombreux rapports aux États-Unis, en Europe, en Israël. En Suisse, le Conseil suisse de la science a écrit un white paper. J'ai participé à ce travail avec un collègue de Zurich sur l'importance de ce domaine. Et je vous donne très rapidement le cadre général des investissements records, une compétition entre les pays pour avancer dans ce domaine, avec ces trois domaines. La communication quantique, donc la possibilité de transférer des données de manière complètement sécurisée. On a à Genève une compagnie, ID Quantique, c'est la plus grande compagnie au monde privée en communication quantique. On peut aujourd'hui échanger des clés de manière complètement sécurisée. Et on sait aujourd'hui qu'on pourrait développer en Suisse ce qu'on pourrait appeler les autoroutes de l'information quantique en utilisant par exemple le réseau de fibre optique, des CFF. Les senseurs quantiques, c'est des nouveaux types de senseurs qui vont permettre de faire des mesures avec une précision inégalée. On pourra par exemple mesurer le champ magnétique avec une précision extraordinaire qui va permettre de naviguer sans GPS, ce qui est très important sous terre ou sous l'eau. Des senseurs qui vont permettre de mesurer la gravité avec une précision telle qu'un objet enfoui sous terre pourra être détecté. Alors on peut imaginer retrouver certains objets métalliques, mais on peut aussi détecter par exemple des gisements. Et puis des senseurs assez extraordinaires qui permettraient d'aller regarder, alors on est dans une salle, permettrait d'aller regarder par exemple derrière un pilier. On appelle souvent ces senseurs qui vont permettre de to look around the corner. Et c'est des senseurs qui sont en train d'être développés actuellement. Et puis le plus fascinant, c'est ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. C'est des ordinateurs qui vont fonctionner avec ce qu'on appelle des qubits. Ça ne sera plus des bits d'information qui sont des 0, des 1, mais une valeur continue. C'est des milliers de ces bits d'information qui vont être intriqués avec une manière d'opérer qui sera très très différente de celle des ordinateurs modernes. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va probablement révolutionner la recherche de médicaments, la recherche de nouvelles molécules, la chimie va être touchée, mais aussi les secteurs bancaires, les secteurs de l'assurance, avec des modélisations possibles tout à fait uniques. Et puis c'est aussi des systèmes qui vont permettre de trouver les failles dans les programmes informatiques les plus complexes. Et beaucoup de gens pensent, c'est pour ça que vous voyez ce Boeing 737 MAX en photo, beaucoup de gens pensent que cet avion aurait revolé depuis bien longtemps si on avait aujourd'hui un ordinateur quantique. Ces développements sont prévus sur une échelle de 5 à 10 ans. C'est un ordinateur absolument extraordinaire de complexité qui fonctionnera à température tout près du zéro absolu. Aujourd'hui, on participe en Suisse au Quantum Flagship européen. C'est 1 milliard d'euros pour une durée de 10 ans, 5000 chercheurs du monde universitaire et de l'industrie impliqués. Et toutes les grandes universités, écoles polytechniques suisses sont impliquées dans ces programmes. Et on réalise bien ici que si on est sorti de ces programmes stratégiques, eh bien les conséquences vont être tout à fait dramatiques. Alors j'ai parlé du domaine de la physique quantique, de ses développements, mais il y a beaucoup d'autres domaines stratégiques, le spatial, l'intelligence artificielle, des domaines dans le champ de recherche de la biologie, de la médecine, et on réalise bien que tout seul, les choses vont être extrêmement difficiles. Alors pour terminer, en conclusion, en constat ou en inquiétude, notre cercle vertueux, qui est en fait un cercle de richesse collective, eh bien, c'est une mécanique de précision. C'est une mécanique qui aujourd'hui permet d'attirer les meilleurs chercheurs. Même aujourd'hui, c'est difficile d'attirer dans certains domaines. Et si on modifie les conditions, eh bien, on prend un risque certain. La voie bilatérale, l'accord cadre, la Suisse associée au programme de l'Union européenne, c'est l'assurance de participer à ces grands efforts de recherche. Si on est sorti de ces domaines, eh bien, on va certainement perdre notre attractivité. Et puis perdre l'Europe de la science pour des raisons politiques, et ça serait bien sûr un échec pour tout le continent. Voilà, avec ça, je vous remercie beaucoup, et puis je passe la parole à M. Zumwald, le directeur général de Swissgrid. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que c'est le cas. Je ne peux pas contrôler ça, mais je pense que vous m'entendez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir octroyé la possibilité aujourd'hui de présenter en fait le rôle de Swissgrid dans le système électrique en général et
d'un autre côté, de aussi pouvoir vous apporter quelques éclaircissements par rapport à la problématique de l'accord sur l'électricité entre la Suisse et l'Union européenne. Je pense que Swissgrid n'est pas toujours bien connu, donc je vais vous peut-être faire une petite introduction sur quel est le rôle de Swissgrid. Depuis la mise en place de la loi sur l'approvisionnement en électricité en 2008, la société Swissgrid, son rôle était défini dans la loi. Donc, nous sommes responsables de l'exploitation du réseau de très haute tension. Nous sommes propriétaires du réseau de très haute tension également. Ça signifie qu'on fait la planification, la maintenance et la modernisation de ce réseau. Et puis, le troisième aspect dont nous nous occupons, c'est l'interface avec les marchés, c'est-à-dire exploiter la plateforme qui permet les échanges transfrontaliers et internes au niveau de la Suisse pour que le marché de l'électricité puisse fonctionner correctement. Je pense qu'il faut bien comprendre l'histoire de l'électricité et je suppose que plusieurs de ces ordinateurs quantiques en ont besoin aussi pour fonctionner. Donc, on remarque qu'on a construit notre société en grande partie sur un vecteur et ce vecteur, c'est l'électricité. Et on a la chance en Suisse d'être situé au centre du réseau européen et de pouvoir profiter à travers ça d'une grande stabilité de notre système électrique et une grande stabilité de notre approvisionnement en électricité jusqu'à maintenant. L'histoire de l'électricité a commencé en 1958 et en 1958, chaque pays exploitait son propre réseau avec très peu d'échanges entre eux. En 1958, la France, l'Allemagne et la Suisse ont décidé de mettre ensemble le réseau électrique et il y avait trois raisons là derrière. La première raison, c'est plus le réseau est grand, meilleure est la stabilité de ce système. La deuxième raison, c'était la possibilité de s'échanger de l'énergie. Par exemple, la Suisse avait de l'hydraulique, les autres pays avaient des énergies qui étaient plutôt de bande, donc on avait la possibilité de pouvoir s'échanger ces différentes énergies. Donc, c'était le début du marché. Et le troisième aspect, c'était toujours la sécurité. Donc, si un acteur avait un problème, on avait possibilité d'aider l'autre acteur pour assurer une sécurité d'approvisionnement la meilleure dans ces temps-là. Il y a eu une évolution. En 2008 est venue la loi sur l'approvisionnement en électricité et cette loi était en phase avec le domaine régulatoire au niveau européen, c'est-à-dire le deuxième paquet énergie où ils ont parlé de l'ouverture du marché. Donc, la Suisse a mis en place une première phase d'ouverture du marché qui était une phase transitoire au départ et avec une deuxième option pour ouvrir complètement le marché après 5 ans. Donc, Swissgrid exploite aujourd'hui 6700 km de lignes très haute tension. Donc, je pense que vous avez tous eu la chance de les voir parce qu'elles sont assez visibles. On exploite également 21 transformateurs qui transforment l'énergie qui est importée ou exportée ou produite sur ce réseau de transport vers les niveaux inférieurs. On est présent sur 7 sites. On a un deuxième dispatching qui est en Romandie. Le premier dispatching est ici à Aarau. Et puis, nous avons 600 collaborateurs de 25 nationalités différentes. Donc, on a aussi la problématique, c'est qu'on recherche les meilleurs collaborateurs pour faire le travail de la meilleure manière possible. Et il y a encore un chiffre qui est intéressant, c'est le chiffre 41. Le chiffre 41 montre l'intégration du réseau suisse dans le réseau européen. Lorsqu'on écoute très souvent dans la presse ou ailleurs, on a le sentiment qu'on parle toujours du réseau suisse. Mais c'est une utopie. Le réseau suisse, il n'existe pas. Le réseau suisse, il est intégré dans un réseau européen. En Europe, par 41 lignes d'interconnexion. En Europe, il y a 43 sociétés qui sont comme Swissgrid et ces 43 sociétés doivent se coordonner ensemble et appliquer les mêmes règles pour s'assurer que ce réseau soit exploité de manière stable et sécure. Donc, il n'y a qu'un seul réseau électrique en Europe et Swissgrid fait partie de ce réseau électrique. Si on regarde sur la carte de l'Office fédéral de la protection de la population, on voit aujourd'hui que les deux risques principaux étaient une pandémie, tout d'abord, et je pense qu'on est en train d'exercer ça depuis une année maintenant, ce que ça signifie un risque de pandémie, parce qu'on est dans la réalité. Et le deuxième risque était le plus élevé, c'est un manque dans l'approvisionnement en électricité du pays.
donc c'est-à-dire une pénurie d'électricité qui est encore pire au niveau du risque, et ça a été réévalué dans le rapport 2020 de l'Office fédéral de la protection de la population. Ce risque est encore pire qu'une pandémie. Et peut-être qu'il est moins pire au niveau de la santé des personnes, mais au niveau de l'impact sur la société et sur le bien-être de la société et sur l'impact économique, c'est le pire risque qu'on a. Et un deuxième risque qui est aussi assez grave, c'est le risque de la panne d'électricité, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, si on n'a pas d'électricité, plus rien fonctionne. Et ce qui arrive encore dans la fréquence d'apparition de ce risque, eh bien, je peux vous dire que, par exemple, le 8 janvier de cette année, il y a eu une séparation de 2 réseaux électriques. On était encore loin du blackout, pour vous rassurer, parce que les systèmes et justement ces règles qui ont été mises en place par tous les acteurs européens et suisses ont fonctionné correctement. Mais on voit que la fréquence, étant donné qu'on est en train de transformer ce système électrique avec un système qui était centralisé vers plus un système décentralisé, cette fréquence risque d'augmenter, donc nécessite aussi beaucoup plus d'action de la part des transporteurs d'électricité et des gestionnaires de réseaux de transport dans son ensemble. Maintenant, je vous dirais qu'identifier le risque, c'est bien. Donc, on avait identifié aussi en 2015 que le risque de la pandémie était bien là. Mais je pense que se préparer et d'avoir des outils indispensables pour pouvoir relever les défis si ce risque devrait apparaître est beaucoup plus important que seulement de mettre un point sur une carte et de dire il peut y avoir un risque et est-ce qu'on le prend parce que la fréquence n'est pas si grande que ça. À quelque part, quand ce risque apparaît, je pense qu'on a vraiment des problèmes sérieux. On l'a vécu dans la pandémie. Je n'ai pas envie de le vivre avec l'électricité. Et quand je vois cette image, je me dis aussi que dans la discussion qu'il y a aujourd'hui sur l'accord cadre et les accords bilatéraux qui doivent être mis en place, je trouve personnellement que le thème de l'électricité est très, très bas dans l'agenda en regard à l'importance de ce vecteur sur la carte des risques du pays. J'estime qu'il devrait être beaucoup plus haut et j'estime aussi qu'on devrait avoir des actions qui sont claires et précises dans ce domaine-là pour assurer cette stabilité à moyen et long terme. J'ai essayé ici de vous montrer un petit peu les deux évolutions principales qui se passent autant en Europe et autant en Suisse. On voit qu'au niveau de l'Europe, la vision est très claire. C'est-à-dire, il y a un réseau interconnecté qui doit garantir la stabilité de l'approvisionnement de l'ensemble de l'Europe. Ça, c'est le vœu de Bruxelles, c'est de dire ce réseau doit être interconnecté, renforcer le cas échéant pour assurer cette sécurité d'approvisionnement et cette sécurité des échanges d'énergie entre les pays. Au niveau politique, c'est un marché intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les producteurs et le prix par rapport aux clients finaux. Et ce marché doit être ouvert et transfrontalier parce que l'Europe suit toujours son objectif de dire un traitement égalitaire sur l'ensemble des consommateurs du marché européen avec les mêmes prix pour tout le monde. Et au niveau des marchés, il y a une évolution qui se passe aussi en Europe parce qu'on essaye de dynamiser ces marchés pour donner des incitations tout d'abord à investir dans des énergies renouvelables. Et là, on voit que c'est le Clean Energy Package, donc le paquet énergie verte de l'Europe qui est en train de se mettre en place. Et d'un autre côté, on couple les marchés ensemble au-delà des pays pour s'assurer que ce marché européen ne soit géré que par une seule plateforme et autant pour l'approvisionnement que pour le marché de réglage. Et le marché de réglage est là pour assurer en permanence la balance entre la production et la consommation parce que le réseau électrique, c'est une machine qui vit. Elle doit en permanence, toutes les millisecondes, s'assurer que lorsque quelqu'un allume la lumière à la maison, que cette énergie soit produite à quelque part. Au niveau suisse, on voit qu'au niveau technique, on est très interconnecté dans l'Europe et ça depuis 1958, il n'y a personne qui remet en question cet état de fait. Au niveau politique, je dois dire qu'on a une absence on a d'un côté une absence d'un accord sur l'électricité qui date depuis maintenant 13-14 ans. On a discuté 13-14 ans, on n'a jamais trouvé vraiment un accord qui permette de pouvoir résoudre cette question.
Par contre, au niveau de la politique, on vit aujourd'hui toujours avec cette loi de 2008 et on n'a pas évolué grandement, je dirais, vers cette intégration du marché européen vis-à-vis de la Suisse. On estime que nous, on peut faire tout seul là, en étant là au milieu, mais à mon avis, ce n'est pas une stratégie qui est soutenable sur le long terme, étant donné que on est de toute façon tous dans le même bateau et que si une partie du réseau devait tomber en Europe, je pense que la Suisse serait aussi touchée. On a été touché le 8 janvier, heureusement sans dégâts, mais on voit que c'est quelque chose de très sensible. Et au niveau de marché, il n'y a pas de en fait, sans accord électricité, il n'y a pas de collaboration sur l'évolution des marchés qui sont possibles. Donc aujourd'hui, le Clean Energy Package est en train de se mettre en place. Ils mettent en place aussi des organes légaux qui sont définis dans la loi pour pouvoir coordonner autant les marchés que la sécurité du réseau. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Swissgrid est exclu de ces développements. Donc, à quelque part, on doit trouver des solutions pour la Suisse, pour nous, pour s'assurer en fait qu'on reste intégré dans ce système général et que techniquement, au moins, cela fonctionne. Et aujourd'hui, la participation de la Suisse à ces plateformes d'énergie de réglage est aussi en danger, car s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura aucune condition cadre pour permettre l'accès des producteurs suisses sur ces centrales de réglage. Et ces centrales de réglage, c'est des centrales qui ont besoin de l'énergie en temps réel, de l'énergie très flexible, et c'est en grande partie l'énergie dont dispose la Suisse avec les centrales hydroélectriques et les barrages. Et c'est ce qui a fait aussi le succès dans le passé de la Suisse parce qu'on a pu vendre cette énergie de pointe et extrêmement flexible à des bons prix dans un marché de réglage dans le passé. Maintenant, si ces producteurs ne peuvent plus participer à ce marché-là, je pense que ça risque aussi d'avoir une certaine érosion par rapport au manque à gagner sur les outils de production en Suisse. Donc, on voit la carte ici, ça vous montre le réseau européen. En gros, le gris clair et le gris foncé, c'est le réseau européen. En gris foncé, c'est vraiment ce qui se passe au niveau des couplages des marchés. Et la Suisse, on est un îlot là au milieu et on nous a tout simplement exclus de ce couplage des marchés. On est en train d'essayer de nous exclure aussi de ces plateformes de réglage. Et on est là au milieu et comme l'Italie est fortement importatrice, on peut dire qu'aujourd'hui, à peu près 50% des flux qui sont nécessaires, des flux d'énergie qui sont nécessaires pour l'Italie passent à travers la Suisse. Donc, dans les systèmes qu'ils ont mis en place en Europe, on utilise la Suisse comme une plaque de cuivre qui n'aurait pas de limite et qui permet ces échanges intrafrontaliers au niveau de l'Europe en passant une partie à travers la Suisse, c'est-à-dire en utilisant notre réseau. Comme on n'est pas intégré dans ces processus, ça signifie qu'on voit l'évolution en temps réel, c'est-à-dire on voit ces flux qui arrivent chez nous en temps réel et lorsque nos ouvrages sont surchargés, on doit agir aussi en temps réel pour essayer de les freiner. Donc, pour les freiner, on utilise nos centrales hydroélectriques, encore une fois, pour pouvoir ordonner à l'Allemagne ou la France de réduire leur production et du côté de la Suisse de pouvoir augmenter la production. Donc, on utilise une partie de notre réserve énergétique pour pouvoir freiner des flux plutôt que d'approvisionner nos clients finaux. Et ça, ces réactions qui se passent en temps réel, ça a des répercussions extrêmement négatives sur la sécurité du réseau parce qu'en fait, on ne peut pas rater ça. Donc, on doit mettre en place des nouveaux processus et des nouveaux produits du marché au niveau de la Suisse. Et je peux vous dire que c'est couplé avec de l'argent parce que ça coûte quelque chose, ce n'est pas efficace et ça n'assure pas à moyen et long terme une sécurité fiable et sûre de notre réseau électrique. On parle souvent des relations avec l'Europe et je peux vous dire que comme Swissgrid est plutôt au front là parce qu'on est intégré encore dans l'organe ENSOE qui coordonne en fait ces 43 transporteurs d'électricité. Donc, je peux vous dire qu'à côté, ils sont quand même ouverts à des solutions techniques. Donc, il faut s'assurer en fait que ce système dans son entier fonctionne et puis que la sécurité d'alimentation, je dirais la sécurité du réseau soit assurée autant avec la Suisse. Donc, ces solutions techniques, on les trouve. On a pu signer un contrat il y a une année en arrière où on a accepté, Swissgrid a accepté
d'implémenter les mêmes codes de réseau qui ont été définis à Bruxelles en Suisse. Mais en Suisse, on n'a pas les bases légales pour les imposer, donc on doit trouver des accords avec la branche électrique pour s'assurer qu'on soit compliant avec ces codes réseau et ça fonctionne assez bien. Par contre, l'exclusion dont on parle aujourd'hui, c'est que sur ces évolutions du marché, on ne peut pas y participer. Donc, si on ne peut pas y participer, on ne peut pas avoir accès au chapitre, on ne peut pas participer à la définition des règles du jeu. Ça signifie qu'on doit prendre les règles qui sont définies en Europe et après s'arranger en Suisse pour pouvoir les mettre en place. Par contre, on a un objectif commun. On veut une neutralité climatique à l'horizon 2050 et la Suisse, avec la stratégie énergétique 2050, c'est le même objectif. Et je pense que lorsqu'on voit l'expansion du renouvelable dans le nord de l'Allemagne et de la France et du Benelux avec d'énormes quantités d'éoliennes qui sont installées. Donc, on parle de 60 gigawatts de puissance éolienne installée dans le nord. Et puis que dans le sud, comme ils ont la chance d'avoir du soleil, ce n'est pas comme ici à Aarau, ils ont aussi beaucoup de photovoltaïque et ces échanges d'énergie doivent se passer en fait entre le nord et le sud pour alimenter les grands centres qui ont besoin en fait d'être approvisionnés, donc en particulier dans le nord de l'Italie et le centre de l'Allemagne. Et la Suisse peut jouer un rôle important dans ce rôle-là parce qu'on a de l'énergie qui est flexible, qui est prévisible, étant donné qu'on a des barrages et qu'on a de l'hydraulique, et on pourrait jouer un rôle extrêmement important comme modérateur et puis d'utiliser aussi les centrales de pompage-turbinage que la Suisse est en train de construire et mettre en service dans nos Alpes pour pouvoir balancer ce réseau et ces différentes variations qu'il y a au niveau des énergies qui sont peu prévisibles comme l'éolien et le solaire. Donc, à notre avis, il faut encore étendre et intégrer ce réseau suisse dans le réseau européen. Donc, on parle aujourd'hui de l'anello alpino. C'est un anneau autour des Alpes qui devrait être mis en place à un horizon 2040-2050. L'Italie, la France ont la même vision que nous, et qu'on pourrait aussi avoir, autant par la mise en place de notre réseau que par notre hydraulique, on pourrait avoir aussi une participation à ce fameux pacte vert pour l'Europe. Mais pour ça, il faut un soutien politique. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que l'on dit on n'a pas besoin de cet accord sur l'électricité, mais on va même plus loin parce qu'on dit on n'a besoin de rien du tout. Et pour Swissgrid, on ne peut pas dire on n'a besoin de rien du tout. C'est soit on a un accord sur l'électricité, soit comme dans le cas de la bourse, le Conseil fédéral et la politique élaborent un plan B pour la Suisse, mais un plan B qui permette d'avoir une sécurité d'approvisionnement et d'alimentation à long terme. Merci beaucoup pour votre intérêt. J'espère que la présentation a été intéressante pour vous. Et bien sûr, je reste à disposition. Merci, Monsieur Zumwalt. C'était très, très intéressant et ça rappelle combien tous ces accords concernent des choses concrètes. Notre quotidien, vous l'avez rappelé, notre quotidien est fait d'électricité, de plus en plus d'ailleurs. On l'a vu avec votre exposé, merci beaucoup. On l'a vu avec l'exposé du vice-recteur de l'université également, avec ces ordinateurs quantiques dont on parle beaucoup, mais qui ne tourneront jamais s'ils n'ont pas la possibilité d'être alimentés en électricité. C'est tout aussi simple que cela. Je crois que c'est finalement parce que les choses sont si bonnes et si belles en l'état qu'on ne se pose pas les questions que vous avez rappelées au niveau des risques que nous courons dans ce domaine. Donc merci à vous deux, merci aussi à Madame Cadouze d'avoir mis le cadre en place par rapport à ces deux accords. On va passer maintenant à des questions. Je vais demander à notre équipe de bien vouloir nous donner ces questions et je laisserai répondre ceux qui le voudront bien. Merci. Une première question qui est arrivée par mail. La Suisse ne pourrait-elle pas renforcer sa collaboration scientifique avec les pays asiatiques ou avec les États-Unis pour être moins dépendante de l'Union européenne ? M. Triscon, Mme Cadouze, les deux académiciens, vous pouvez répondre. Oui, alors c'est une question, une proposition qui revient relativement souvent. Alors je peux vous répondre très précisément, parce que moi j'ai également un groupe de recherche qui travaille sur des matériaux artificiels pour l'électronique. La compétition est mondiale, j'ai des collègues aux États-Unis, j'ai des collègues en Asie.
Ça m'est arrivé de collaborer avec eux, mais le bassin naturel de collaboration, c'est l'Union européenne. Et on le voit bien, la plupart des collaborations qui se développent se réalisent avec des groupes européens qui ont une proximité qui permet de développer ces collaborations. Et ça, c'est vraiment un fait. On remarque aussi une chose très importante quand on essaie d'attirer des personnes, des chercheurs pour des postes. Eh bien, c'est en fait la proximité européenne, la proximité culturelle aussi, qui fait que beaucoup des personnes qui sont attirées en Suisse sont des citoyens de l'Union européenne. Oui, je crois qu'il est important au fond de maintenir des réseaux de recherche aussi bien européens qu'au-delà de l'Europe. Et donc l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Donc on a l'impression dans la question posée que l'un exclut l'autre. Ce n'est vraiment pas la vision que nous avons dans les milieux universitaires, qui est un milieu ouvert dans la recherche, ouvert à toutes les régions du monde. Et comme cela vient d'être dit, l'Europe est notre proximité géographique, notre proximité en intérêt et en valeur, et cela est une réalité, hein, c'est une réalité avec laquelle nous vivons tous les jours, mais en même temps, nous observons les développements ailleurs dans le monde, sur les autres continents, et je crois que le milieu de la recherche s'intéresse autant à ces autres régions, et c'est une complémentarité qui est nécessaire et souhaitable pour faire évoluer la recherche à travers le monde. Deuxième question. Alors peut-être pour M. Zumwalt, est-ce que le fait d'atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 permettra de réduire la dépendance au marché européen de l'électricité ? Alors, personnellement, je ne pense pas que ces objectifs 2050, toutes les études qui ont été faites aujourd'hui par la Confédération prennent en compte en fait que la Suisse est intégrée dans un marché européen. Donc, c'est l'hypothèse de base aujourd'hui de la stratégie énergétique 2050. Et on ne peut pas parler d'une quantité d'énergie par année qui doit être produite et puis de dire on va produire X TWh par année pour remplacer les centrales nucléaires qui fonctionnent jour et nuit avec du renouvelable. Je pense qu'il y a des marchés, des mécanismes de marché à mettre en place, donc un market design à mettre en place pour ces énergies renouvelables également à moyen terme. Et d'un autre côté, on va rester intégré dans l'Europe. On n'est pas une île au milieu de l'Europe. On doit devoir s'échanger cette énergie pour s'assurer en fait que tout l'ensemble de l'Europe va être réglé de la même manière et qu'on a une certaine uniformité à terme. Maintenant, dans les études de la Confédération, avec la sortie du nucléaire, il y a un problème qu'ils doivent encore résoudre, c'est l'importation, c'est l'énergie produite l'hiver pendant la nuit. Et ça, c'est ni de l'éolien ni du solaire qui vont résoudre cette problématique à moyen et long terme. C'est ces échanges interfrontaliers qui vont devoir couvrir en fait cette légère dépendance qu'on a, qui va être assez importante, je dirais, pendant une certaine période, cette dépendance qu'on aura d'importation pendant l'hiver, la nuit. Et là, quand on regarde un peu plus près dans les heures et puis les jours, et les jours très froids en particulier, la Suisse va rester dépendante en fait de l'Europe sur une importation pendant les nuits d'hiver pendant assez longtemps, à mon avis. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire qu'en construisant du renouvelable en Suisse, on va éviter de s'intégrer dans l'Europe. Je pense que ça fonctionne dans un système global avec des échanges. Très bien, merci. Troisième question. Dans les pays européens, il y a encore beaucoup de centrales à charbon. Est-ce que l'Union européenne prend vraiment de l'avance par rapport à la Suisse en termes de transition énergétique ? Alors, l'Union européenne a défini un Clean Energy Package qui est en train de se mettre en place. Et comme je l'ai expliqué, il y a 3 vecteurs principaux dans ce paquet. C'est d'augmenter la production d'origine renouvelable. Et pour ça, il y a des systèmes d'incitation. On a la même chose en Suisse, des systèmes d'incitation. Je rappellerai juste que sur l'agenda du Clean Energy Package, l'Europe a mis au dernier moment les centrales nucléaires parce qu'elles ne produisent pas de CO2. Donc, ils gardent quand même les centrales nucléaires comme vecteurs de production potentielle de l'énergie de base, donc ils n'ont pas complètement exclu. L'Allemagne a pris des décisions de sortir d'abord du nucléaire et ensuite du charbon. Peut-être qu'ils auraient dû faire l'inverse parce que ça permet d'avoir peut-être moins de CO2, mais une sécurité qui est un peu plus assurée au niveau de la production de base. Mais on voit que
la vitesse à laquelle se déploie et l'argent surtout qui a investi dans ce Clean Energy Package est relativement grand au niveau européen et qu'il y a une réelle volonté de transformer ces systèmes électriques, d'un côté avec des nouvelles productions, d'un autre côté à mettre en place des mécanismes de marché qui assurent aussi la pérennité de ce nouveau système qui est en train de se mettre en place. Et la troisième, c'est les investissements dans le réseau, où il y a vraiment des milliards qui sont investis pour renforcer les réseaux électriques, pour assurer des échanges entre ces pays. Ouais, si on regarde un petit peu la géopolitique, on a encore des pays qui sont très gaziers dans la Tchéquie ou des pays comme ça, aussi la Pologne, et ils profitent aujourd'hui de ces échanges internationaux. La France reste encore fortement nucléarisée. Donc, on profite de ces échanges internationaux pour, d'un côté, s'échanger cette énergie flexible et de l'autre côté, s'assurer l'approvisionnement de base avec des énergies qui produisent en tout temps. Très bien. Question suivante. L'Union européenne impose à la Suisse de nouveaux dossiers à négocier. Comment faire pour avoir une relation davantage stabilisée avec moins de pression ? Alors, qui veut répondre à cette question, qu'on va d'ailleurs traiter la semaine prochaine très largement. Mais on peut commencer. Je ne sais pas quels sont les nouveaux dossiers imposés par l'Union européenne. Donc nous avons au fond des thèmes qui sont ouverts. On en a discuté deux aujourd'hui. La recherche et l'électricité. Il y a d'autres thèmes qui ont été en négociation, qui sont peut-être en veille aujourd'hui, mais pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait une volonté des deux parties de négocier. Et donc, si nous sommes dans des thèmes ouverts et qui sont en discussion, c'est qu'il y a eu du répondant de part et d'autre sur les thématiques en question. Alors, la question est un peu vague. Si on fait allusion à l'accord institutionnel ou à l'accord cadre, ceci est un accord qui vient compléter, chapeauter des dossiers existants et de futurs dossiers ou accords en matière d'accès au marché. Donc, en réalité, pour qu'il y ait discussion de part et d'autre, il faut qu'il y ait une volonté, un mandat et donc une acceptation au départ d'entrer en discussion avec le partenaire. Donc, c'est ainsi que je répondrai à la question, mais soit elle doit être plus précise, soit elle doit être un peu plus développée. On la reprendra la semaine prochaine, mais effectivement, elle ne me surprend pas. On a l'impression que c'est l'Union européenne qui vient avec de nouvelles exigences. C'est la Suisse qui a demandé à négocier ces accords, et c'est exactement ce qu'il faut qu'on comprenne et qu'on ait à l'esprit dans tout ce qui est exposé durant ces jeudis consacrés à nos relations entre la Suisse et l'Union européenne. Mais voilà, à force de dire que c'est l'Union qui demande, alors que c'est la Suisse qui a demandé et qui est entrée en négociation sur toute une série de choses, on commence à se convaincre de ce que c'est cette réalité-là qui l'emporte sur l'autre. De toute façon, il faut être deux. You need to be two to tango, comme disent les Britanniques. Ben, c'est exactement cela qui est en train de se passer, mais pour le moment, on ne danse pas très bien. Alors, question suivante, ce sera probablement la dernière, car nous arrivons au terme de ce jeudi. Est-ce que la participation au programme de recherche européen renforce la cohésion et la collaboration entre les hautes écoles, ou est-ce que cela accroît la concurrence ? Monsieur le vice-recteur. Alors, je pense que cette participation, je ne crois pas qu'elle augmente la compétition entre les hautes écoles. Il y a une saine compétition entre les hautes écoles. Il y a des fois des coordinations dans certains domaines. On dit souvent dans les domaines qui coûtent très cher. Mais je pense que la compétition est saine, c'est ce qui fait avancer la recherche. Le fait de participer au réseau européen, comme je l'ai mentionné rapidement, je pense que c'est un grand plus à la fois pour tous les chercheurs, mais c'est aussi un grand plus pour tous les jeunes, les doctorants, les post-doctorants qui participent à ces réseaux, rencontrent leurs homologues, qui soient d'ailleurs suisses, parce qu'on a souvent plusieurs hautes écoles suisses impliquées, et étrangers. Et c'est ce qui va créer leur réseau futur, c'est ce qui va créer la base des interactions qu'ils vont utiliser tout au long de leur carrière. Comme l'a dit Christine Cadouze, bien sûr, on a des réseaux, on a des collaborations extra-européennes. Elles existent aussi, elles sont aussi très importantes. Mais je dirais que pour la compétition entre les hautes écoles, je ne crois pas que ça l'augmente. Mais encore une fois, c'est une saine compétition.
Et je pense que c'est ce qui fait augmenter la qualité de nos hautes écoles qui est reconnue en Europe. Est-ce qu'il y aurait encore une toute dernière question? Ce n'est pas le cas, je crois qu'on a traité de l'essentiel. On aura vu durant cette heure, et je remercie beaucoup nos intervenants pour les précisions qu'ils ont apportées, pour les exemples concrets qui ont fait l'objet d'explications. On voit que nous savons deux domaines, la recherche, l'électricité, dans lequel nous sommes dans l'excellence en Suisse. Mais nous aurons vu que cette excellence, elle n'est pas propre à la Suisse pour elle-même. Elle dépend de l'interaction avec l'Union européenne. Je crois que ceux qui ont vu à l'instant les schémas électriques, ces fameuses images de nuit, de ce qu'est la réalité électrique européenne, auront compris que nous ne pouvons pas être excellents sans être excellents avec l'Union européenne. Et dans le domaine de la recherche, ce domaine de la recherche quantique qui nous fait rêver depuis si longtemps, bien on aura compris qu'on a tout intérêt à poursuivre nos recherches avec les programmes de recherche européens, dans un contexte certes de compétition, mais surtout de collaboration et d'excellence. Merci encore à toutes et à tous pour avoir suivi cette conférence. Vous pouvez continuer, si vous le désirez, à poser vos questions. Comme je vous l'ai dit, nous traiterons celles qui restent à la fin de la 4e session, où nous vous donnerons des réponses écrite. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux orateurs pour aborder la question de l'accord cadre. D'ici là, excellente semaine.